trouver une manière de financer et de réutiliser ces ressources, donc derrière des nouveaux modèles de business, avec le partage, la multi-chaîne, dans ce type de système, pour pouvoir finalement optimiser l'utilisation de ces ressources, être capable toujours d'offrir les services attendus, au moins pour les applications. Donc autour de ça, nous avons travaillé depuis pas mal d'années sur ces différents aspects, des problématiques de qualité de service, des problématiques de scalabilité et d'élasticité progressivement sur le cloud pour être capable d'optimiser les ressources. Et bien sûr sur les aspects de médiation, ça c'est les aspects de performance et les aspects de médiation. Nous avons beaucoup travaillé sur des solutions liées à l'adaptation au contexte, et bien sûr à la manière d'intégrer et rendre interopérable et aussi profiter, parce que quand on essaie d'intégrer des systèmes distribués, on est dans des points très intéressants, on est au milieu de là où tout se passe, et on est capable d'utiliser ce qu'on observe, l'utiliser pour apprendre et pour essayer de fournir, d'orienter parfois le business sur les stratégies de l'organisation. Donc là, au niveau des données, au niveau des transactions, on va être capable d'aider les business. Donc au départ, on avait une vision plutôt technique, et donc de plus en plus, on a eu le fait de médier dans la composition des systèmes, on a une vision de plus en plus métier. Donc comment est-ce que je peux aider peut-être la stratégie pour mieux s'adapter, parce que je ne vais pas voir juste que j'ai trop de demandes et que je dois fournir des ressources. Je peux voir de quoi on parle dans la demande, à quel type de produit. Je peux peut-être aller chercher un partenaire qui répond mieux à une demande pour pouvoir répondre à ces demandes de manière plus active, etc. Donc aider dans la business intelligence à ce type de partenaires. Voilà. Donc on va dire, ça c'est les trois générations que nous avons déjà vues se développer. Quand on a fait la recherche dans ce domaine, on a travaillé parfois sur la qualité des services, parfois sur la partie sémantique, parfois sur la collaboration et coordination. Donc on connaît bien ce type de système. On peut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle génération que nous pouvons appeler la génération de l'Internet of Everything. Donc moi, je suis plus dans l'optique de parler d'Internet of Everything et pas seulement se concentrer sur l'Internet of Things, que c'est une instance possible de ces nouvelles générations de systèmes distribués. Parce que dans l'Internet of Everything, bien sûr, on va avoir les objets. D'accord? On a les objets, la quantité des objets connectés, des capteurs, des effecteurs qui sont disponibles, mais aussi tous les robots que vous imaginez avec une détection, mais aussi les voitures qui viennent des robots, et plein de systèmes qui vont être robotisés, avec médicales, etc., qui vont pouvoir être connectés dans ces nouvelles générations de systèmes. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les objets, il y a aussi les personnes. Parce qu'en fait, l'idée c'est qu'on a l'humain, et l'humain il est aussi connecté. Nous sommes tous connectés, on le veut ou on ne le veut pas, on est connecté, donc on est sur les réseaux sociaux, et on est dans les systèmes traditionnels de mailing. On est en train parfois de réagir par rapport à des systèmes d'information qui nous parlent. Quand on reçoit des emails, on ne se rend pas compte, mais on parle souvent qu'il y a des systèmes d'information derrière qui nous donnent des informations sur le suivi des commandes ou ils nous demandent d'autres informations par rapport à la banque, par exemple, pour autoriser nos coordonnées. Donc on est connecté, et quand on est sur les réseaux sociaux, on est connecté de manière un peu disparate parce qu'on parle à notre langage, on critique un produit, on critique quelque chose, on donne notre point de vue, mais on est connecté et ces informations peuvent être utilisées si on veut exploiter finalement toutes ces sources de données. Bien sûr, derrière ça, il y a plein de ressources, des ressources de calcul, des ressources de stockage qui sont aussi connectées. Donc, quand on parle des architectures cloud, des services cloud, qui sont là disponibles pour pouvoir fonctionner. Et bien sûr, il y a des données, plein de données au niveau de l'organisation, des données qui sont publiques, et surtout avec de nouvelles politiques sur la transparence des données par les différents gouvernements. Il y a beaucoup de données, beaucoup de sources de données qui sont disponibles et que nous allons pouvoir intégrer. Donc ça c'est juste pour citer quelques sources, mais en fait dans cette nouvelle génération, la génération 4 des systèmes distribués, c'est la génération d'Internet of Everything, il va falloir quelque part continuer à faire ce qu'on sait faire au niveau de la communication, de la collaboration, de la qualité des services, de la sémantique, mais là à
définissant finalement des environnements qui vont être adaptés finalement à construire des nouveaux systèmes capables de répartir tous ces données. Donc en fait, on peut conclure, on a donc un Internet of Everything basé sur l'intégration des données, l'intégration des services, des ressources, des objets et des personnes. Et là derrière, de nouveau, comme on va faire avec l'intégrabilité, l'interopérabilité sémantique et cognitive. Dans la présentation, je voudrais juste me focaliser sur un cas particulier. On aurait pu faire de la santé, on aurait pu prendre n'importe quel contexte. Moi, je vais parler d'un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect manufacturier, dans lequel, en fait, on est en train de développer cette nouvelle génération qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire la manière de mettre en place donc, des solutions pour le manufacturier inspirées sur cette génération 4. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? En fait, on va retrouver de nouveau les mêmes schémas, on va retrouver des objets connectés, et donc en fait, par exemple, des usines de manufacturier, dans lesquelles on a beaucoup de capteurs, des effecteurs, on a des robots. Et par exemple, dans notre cas du projet que je vous parlais à la fin, on avait un partenaire allemand dans les projets qui travaillait sur les usines qui sont des usines agnostiques. Je ne sais pas si vous savez entendu parler de ce type d'usine de manufacture. Vous avez une idée comment ça fonctionne? En fait, c'est des usines dans lesquelles, en fait, en gros, on se produit n'importe quoi. On construit des chaînes de production avec des capteurs de senseurs et des robots qui sont complètement configurables. On peut produire de l'alimentaire, on peut peut-être produire d'autres choses, et on peut se reconfigurer. La chaîne de production peut se reconfigurer très rapidement. Parce qu'on a finalement toute cette quantité d'éléments distribués qu'on va pouvoir reconfigurer, paramétrer, faire. Bien sûr, on a aussi les gens. Donc, dans l'industrie 4.0, il y a la personne qui fait partie de l'organisation, donc les employés, les ouvriers qui vont collaborer dans la manufacture. Et on a aussi les clients. Ça c'est très important parce que les clients, finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec les clients? On cherche à produire ce que les clients attendent. Et on cherche à corriger les produits, corriger les défauts par rapport à ce qu'on reçoit comme critique du client. Donc on a toujours eu les SAV, c'est-à-dire les clients qui contactent l'organisation pour se plaindre sur un produit ou un service. Et là, on a un SAV beaucoup plus large, c'est les réseaux sociaux, donc on peut faire des sentimental analysis, par exemple, pour voir de quoi on parle, de mon produit, de la version de tel modèle. On parle des qualités, on parle des défauts, on parle du coût, on parle des comparaisons avec un autre produit, on parle de beaucoup de choses. Et toute cette information, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, quand on est dans la phase de conception ou le Product Lifecycle Management de mon produit, je vais pouvoir intégrer des nouveaux besoins, des nouvelles contraintes qui viennent pas juste de quelqu'un qui a l'idée, qui viennent vraiment de la population des réseaux sociaux qui nous apportent beaucoup d'informations. Bien sûr, derrière ça, il y a les aspects cloud, parce qu'en fait, on va de plus en plus virtualiser. La virtualisation devient inconstante dans ce type de génération de manufacturing. Et bien sûr, également, on va parler des volumes de données très importants dans la production et des volumes de données aussi finalement, par exemple, quand on fait une collaboration des entreprises pour produire, et souvent on a besoin d'aller voir si un partenaire a un historique, par exemple, pour pouvoir dire cet historique me permet de comprendre que le partenaire a la performance nécessaire pour faire partie d'un processus de production et répondre à une demande de mon client de livrer un produit par an. En fait, je peux aller explorer même les passés de chacun des partenaires pour pouvoir finalement définir mon réseau de collaboration et qu'il soit performant par rapport à ce que je demande. C'est ça qu'on essaie de construire aujourd'hui, ce qu'on appelle les Dynamic Manufacturing Networks. Ce sont des réseaux de manufactures, des organisations qui parlent de manufactures, et qui sont dynamiques. Dynamique, ça veut dire qu'en fait, on est capable de les concevoir parfois juste en faisant de la découverte, comme quand on fait la découverte des services. Et dans les projets, je vais vous mentionner des projets européens, notre partenaire anglais travaillait sur ça, il travaillait sur un médiateur dans lequel chaque supplier, chaque fournisseur de matériel, de services en Angleterre, il allait quelque part décrire un espace sémantique et collaboratif
ses compétences, ce qu'il savait faire, et son passé, son historique. Et l'idée, c'était de faire la découverte, finalement, des partenaires quand on a un nouveau produit, voir quel partenaire va pouvoir répondre dans ce type de réseau. Donc on est capable de concevoir des réseaux de manufacture rapidement, et on va être capable aussi de la reconfigurer par rapport à ce que l'on observe pendant le processus de développement. Quelque chose d'important pour faire le lien avec les big data, dans les cas de l'industrie 4.0, parfois on a besoin de big data, parfois on n'est pas vraiment dans les cas de big data. Mais c'est comme tout, hein, tout type de système. Est-ce qu'un système il est capable de fonctionner avec 1000 utilisateurs? Est-ce qu'il va être capable de fonctionner avec 1 million d'utilisateurs? Si j'ai fait un système pour faire fonctionner avec 1000 utilisateurs, je par exemple utilise des techniques de complex event processing pour essayer d'identifier des patterns dans les transactions avec les clients, avec 1000 clients, je dois être capable de répondre à l'échelle que je passe à 1 million de clients. Donc en fait, parfois je vais avoir des problèmes de volume dans l'utilisation de les données, dans le traitement de les données. Parfois, dans notre cas, par exemple dans les projets, nous savons attaquer les aspects big data principalement par la variété, donc la hétérogénéité des données, et principalement par la velocity, c'est-à-dire la fréquence de production de données. Mais les volumes, pour nous, ça n'était pas vraiment la dimension la plus complexe à notre cas. Il avait juste, et c'était pas vraiment des grands volumes, un volume important, c'est qu'il y avait juste on avait développé des living labs dans notre projet. On a développé 5 living labs. Un living lab, c'était en Espagne, donc avec des artisans de la construction de meubles. Donc il y avait environ 200 000 artisans qui ont rentré leurs données, leurs compétences de l'Espagne, plutôt au sud de l'Europe, dans notre living lab. Donc en fait, là, on avait un volume de données un petit peu plus important. Donc si chaque partenaire avait peut-être 500-600 process instanciés en cours, il y avait commencé à avoir vraiment pas mal de process qui tournaient dans la plateforme de manière simultanée, il fallait tous les monitorer et tous essayer de les contrôler ou de prédire un peu ce fonctionnement. Donc là, c'était peut-être le cas où on avait un volume beaucoup plus important. Mais pour le reste, on est resté sur des problématiques plutôt de vélocité et de